Bien. Je me lève. Bonsoir et bienvenue donc à cette première conférence de la 3e saison des lundis de la Théâtrothèque Gaston Batty. Donc cette série de conférences que nous avons lancée avec Marco Consolini qui était là à l'instant mais qui est reparti, et moi-même donc Bernard Grosjean, à destination des promotions de licences professionnelles d'encadrement d'ateliers pour les différents niveaux, enfin pour les anciens étudiants, pour essayer de créer un réseau. Alors parfois il y a des glorieux anciens ou des glorieuses anciennes qui sont là, d'autres fois non, enfin bon c'est informel. Et donc ces lundis de la Théâtrothèque se sont ouverts progressivement à d'autres personnes intéressées par toutes les questions de théâtre-éducation populaire, etc. Donc pour ce premier lundi, je n'oublie pas de vous demander, excepté les licences professionnelles de cette année dont j'ai les mails, mais les personnes qui désirent être, voici Marco Consolini, qui désirent être inscrites dans la diffusion des mails qui informent du programme des lundis de Gaston Batty. Si vous avez envie, vous mettez votre nom sur cette liste. Je voudrais aussi, je t'ai déjà présenté Marco, mais voilà, mais je t'ai présenté. D'accord. Voilà. Voilà. Et je voulais vous présenter la personne sans qui ces lundis n'existeraient pas, Céline Hersan, qui est responsable de la Théâtrothèque Gaston Batty et qui veille sur cette Théâtrothèque que nous aimons tant. Donc merci encore Céline de ton accueil et puis de tout le travail que tu fournis pour faire connaître ces conférences. On les met aussi sur le Facebook de la Théâtrothèque. Donc si vous êtes abonné aux réseaux sociaux, vous pouvez suivre du coup toute la programmation. Elle est annoncée aussi sur le Facebook de Batty. Voilà, et il y a une personne ce soir, bonsoir, qui prend les notes, je ne sais plus, oui je sais, Camille. Voilà, merci beaucoup, puisqu'on consigne des... Voilà. Donc généralement les indications Batty, donc nous accueillons ce soir Lorena Saavedra, voilà, j'amime son nom, donc qui va se présenter, mais c'est Gabriella, qui est une ancienne étudiante de licence professionnelle, qui va traduire la conférence, et qui est également chilienne, puisqu'ils se sont formés à l'université de Valparaiso, oui. Voilà, qui est l'équivalent de l'université de théâtre, qui est l'équivalent du Conservatoire national, oui. Au Chili. Donc, je vous laisse œuvrer. Donc, il y aura un premier temps, où Lorena va présenter, son travail, ses réflexions sur l'éducation populaire, le théâtre au Chili, théâtre politique, etc. Et puis, vers 8h, 8h05, il y aura un temps d'échange avec vous, questions-réponses, et on s'arrêtera comme d'habitude, à 20h45 exactement. Bien, écoutez, merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Et ravi de vous recevoir. Alors, on y va. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux. Donc, comme Bernard vient présenter, Lorena et moi, nous sommes connus à Valparaiso, au Chili. On a fait une école ensemble de théâtre à l'université de Playa Ancha, qui c'est une des écoles nationales du Chili, qui c'est l'équivalent de conservatoire ici en France. Du coup, Lorena, suite à la formation d'actrice, et après, elle s'est formée plus dans la recherche. Donc, actuellement, il fait un doctorat de philosophie. J'ai le nom, mais il est trop long, donc j'ai oublié. Doctorat en philosophie, mention esthétique et théorie de l'art à l'Université du Chili. Et donc, sa recherche, il approfondit aussi sur le théâtre politique au Chili. Et donc, on va parler du théâtre et l'éducation au Chili, comment donc, ces deux choses vont ensemble. Donc merci à tous pour être là. Je laisse parler, je ferai la traductrice. J'essayerai de faire le mieux pour vous faire passer ces idées. Ok.
Hola a todos, muchas gracias por la invitación, de verdad me tiene muy contenta y muy nerviosa. Merci beaucoup pour l'invitation. Elle est super contente et très euphorique, nervieuse d'être là. Claro, porque no hablo español. Perdón, no es que estoy nerviosa. No hablo francés, pero trataré de hacer lo mejor posible. Lo que voy a presentar tiene relación con el teatro, más bien es un desarrollo general de lo que ha sido el teatro principalmente en el siglo XX y una pequeña mirada a las políticas en torno a la educación artística que existe hoy en Chile. Donc, ce que donc il va nous parler ce soir, c'est plus donc l'histoire du théâtre chilien à partir du XXe siècle. Il va donner un accent sur les théâtres politiques au Chili et sur l'éducation, donc les politiques d'éducation au Chili. Je vais juste faire une parenthèse. En fait, on va aussi faire un appel que les théâtres au Chili, pour ceux qui ne connaissent pas le Chili, a vécu une dictature pendant 17 ans. Donc, ça fait seulement 40 ans que cette dictature a eu lieu. Donc, c'est une histoire récente. Donc, il a été forcément coupé par ces deux moments historiques. Okay. Comienzo. Bueno, a lo largo de la historia del teatro latinoamericano y chileno, el teatro ha tenido diversas funciones que también se han ido transformando respecto a los distintos periodos políticos, pero también de los gobiernos imperantes. Donc, au long de l'histoire théâtrale en Amérique latine et au Chili, le théâtre a joué différents rôles dans lesquels se sont transformés tout au long des périodes aussi historiques et aussi par les gouvernements qui ont été chacun à son rôle, à son moment. La historia de las artes escénicas se observan diferentes manifestaciones que sin duda han contribuido al desarrollo de la humanidad, tanto desde el ámbito social, pero también del ámbito educativo. À travers de l'histoire des arts de la scène, nous pouvons observer différentes manifestations sociales qui ont mis en évidence comment le théâtre a contribué au développement de l'humanité ou de la société chilienne, tant dans les terrains individuels et aussi collectifs. En el plano estético-artístico, el teatro y la contingencia han ido siempre de la mano, dando cuenta de los grandes hitos políticos sociales. Donc, dans les arts, on a toujours été ensemble, en fait, avec la contingence sociale et les arts, et surtout le théâtre, on a toujours été à la part, en fait, toujours au Chili aussi. Surtout au Chili. Por ejemplo, la formación de un teatro social y obrero a principios del siglo XX, en donde aparece una figura importante no solamente para el teatro, sino que también para la historia, como es la figura de Luis Emilio Recabarren. Okay, pour vous donner un exemple, au début du XXe siècle, il y a une figure importante qui c'est Luis Emilio Recabarren, qui est donc c'est un homme qui a formé une compagnie de théâtre ouvrier. Donc c'est le début du théâtre plus engagé politique au Chili, c'est avec Luis Emilio Recabarren que vamos a decir que... Luis Emilio Recabarren fue un político chileno que se considera como el padre del movimiento social obrero de izquierda. Donc il est appelé le père en fait du mouvement social de gauche en fait ouvrier au Chili. Donc c'est vraiment lui qui a commencé avec un théâtre plus populaire, plus dans les zones ouvrières en fait. Luego tenemos la instauración de los teatros universitarios que tienen una corriente realista y psicologista alrededor de la década del 40. Que a partir des années 40 environ, il y a les théâtres universitaires qui on peut faire un peu le parallèle avec les théâtres universitaires en France, qui c'est un peu les mêmes histoires qui se répètent, c'est des groupes qui se créent à l'intérieur de l'université et qui ensuite donc qui forment des troupes. Et c'est des troupes plutôt dans une courante réaliste. Para dar paso posteriormente a un teatro comprometido con ideales políticos en torno, por ejemplo, a lo que era a fines de la década del 60 y principios del 70 de la Unidad Popular. Donc en fait, avec ces nouveaux théâtres, ces nouvelles compagnies, donc d'abord avec l'université,
Et ensuite, en fait, donc, il se commence à créer un mouvement théâtral au Chili et qui donne en fait, qui ouvre un peu la voie à un théâtre plus engagé, un théâtre plus politique, qui en fait, il va accompagner aussi tout un mouvement culturel très 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 effervescent au Chili à l'époque de l'unité populaire, l'unidad populaire, qui c'est juste avant, c'est avec Allende. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire d'Allende ou si ça vous dit quelque chose. Donc c'est un moment important de l'histoire du Chili, car il y a donc il y a l'élection présidentielle de Salvador Allende, c'est le premier président socialiste au Chili, qui a eu vraiment un changement politique fort au niveau culturel, au niveau social, et du coup c'est grâce à ça aussi que le théâtre aussi était emporté dans cette effervescence avec ces mouvements aussi politiques. Donc ils allaient vraiment ensemble. Okay. Desde la década del 60 se exaltaría, dado este contexto político que se vive, la labor social de la educación y el arte a través, por ejemplo, de diferentes talleres y de planes de alfabetización, en donde aparece una figura crucial que es el brasileño Paulo Freire. Donc, à partir de ce moment-là, et des années 60 environ, il y a aussi un mouvement en fait de travail social à travers le théâtre. Et en fait, donc, il y a une création d'ateliers, de travail par exemple dans les villes, les petites villes, avec les associations par exemple. Freire, et aussi l'alphabétisation. Y ça, c'était grâce a Paulo Freire. Bueno, Paulo Freire fue un socialista cristiano que, producto de su dictadura en su país, llega a Chile y vive 7 años y trabaja directamente en los sectores más vulnerables, podríamos decir. Y él no solamente se va a transformar en una figura crucial para el teatro, porque su metodología, que es en torno a la noción del oprimido, Augusto Boal la toma y la incorpora en sus formas de teatro que realiza en Brasil principalmente, pero que se extiende a toda Latinoamérica. Donc, Paulo Freire, c'est un Brésilien qui a vécu pendant 5 ans au Chili, entre 1964 et 1961. Et donc, en fait, c'est grâce à lui, en fait, c'est la venue de Paulo Freire au Chili, qui était exilé. À ce moment, il y avait des problèmes politiques au Brésil. Elle est exilée au Chili, donc au plus au sud. Et du coup, c'est lui qui, aussi, avec ce mouvement, il ramène aussi un autre regard du théâtre qui c'est plus aussi dans la transmission et qui a pris aussi plus tard Augusto Boal, que vous devez connaître bien, avec Bernard Grosjean, avec sa compagnie. Sûrement. Donc, c'est avec Augusto Boal aussi qu'il y a un nouveau regard aussi du théâtre et avec la position du théâtre le premier. En este contexto, tanto el arte como la educación iba como en un continuo crecimiento desde los gobiernos radicales con Pedro Aguirre Cerda hasta la llegada al poder de Salvador Allende. Donc dans tous ces mouvements, en fait, on pourrait dire qu'à partir du gouvernement d'Aguirre Cerda, c'est un des présidents donc, des années 40 environ, jusqu'à l'arrivée de Salvador Allende, il y a vraiment quelque chose qui a commencé à grandir au niveau de l'éducation populaire, au niveau du théâtre. Donc il y a un courant artistique et aussi d'éducation qui va vraiment prendre forme pendant toutes ces années-là, jusqu'à l'arrivée de Salvador Allende. Sauf qu'après... Entonces, ¿qué sucede? Bueno, este ascenso que tenía el teatro, la educación, o sea, el mundo cultural en general en Chile se ve truncado por el golpe cívico-militar en 1973. Donc, on pourrait dire que toute cette effervescence théâtrale et tout ce travail qui a été amené pendant des années s'arrête brutalement suite à un coup d'État en septembre 1973. No obstante este golpe de Estado, el teatro siguió funcionando, pero tuvo que buscar un refugio en otras partes. Muchos artistas en aquella época salieron al exilio, como por ejemplo una compañía que se vino justamente a Francia, que es Teatro Aleph, dirigido por Oscar Castro. Donc, malgré ce coup d'État qui était très violent en fait au Chili, je ne sais pas si vous avez connaissance de cette histoire, comme beaucoup de coups d'État dans le monde entier, c'est des choses très violentes et qui coupent aussi
pas mal de choses, entre autres le théâtre. Donc il y a pas mal des artistes et des écoles de théâtre aussi qui étaient fermées à l'époque, qui ont dû aussi s'exiler, donc ils sont partis à l'étranger. Donc il y a une partie des théâtres qui sont restés un peu en résistance au Chili, à faire un théâtre dans la clandestinité, et un autre groupe qui a été exilé. Entre autres, il y a un qui est parvenu en France, qui s'appelle Oscar Castro, avec le théâtre Aleph. Et un autre personnage important, c'est Ramón Grifero. Sí, Ramón Grifero a Bélgica. Músicos, muchos músicos, artistas plásticos también, que van a después a contribuir igual a su retorno a Chile. Des musiciens aussi, des artistes plasticiens qui ont dû partir du Chili à l'époque aussi, pour pouvoir continuer à travailler ailleurs, parce que vraiment, c'était vraiment risqué au niveau de la vie. C'était pas seulement quelque chose du travail, c'était vraiment au niveau des dangers de vie. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont exilés, et des musiciens aussi. Il y a des groupes comme Quilapayún qui sont aussi qui étaient ici, en France ou ailleurs. Et, donc, malgré cette dictature, ces périodes de dictature, il y a quand même un travail théâtral qui continue dans la clandestinité. Il y a aussi une parole de l'exil, aussi de l'exil et de la... oui, de parler de ça en fait autrement. Quizás también lo que me habías dicho de las obras que se hacían, el tipo de obras que claro. se hacían. No es que solamente exista un teatro clandestino, no es eso, sino que la forma teatral que se empieza a desarrollar en Chile tiene que buscar formas diversas de poder estar en la escena debido a la censura que existía. Hay un fuerte giro de un teatro hacia los clásicos universitarios, y por otra parte aparece un teatro que tiene que ver más con una línea de la entretención, como el café concert, los entremeses, el teatro infantil también tiene harto auge en esa época. Donc en fait, il y avait une continuité quand même des spectacles qui étaient permis dans cette période, mais il y avait un retour vers les classiques aussi. Donc il y avait plus, dans les théâtres universitaires, il y avait des classiques où les artistes essayaient de parler par la voix des textes classiques comme Shakespeare ou comme Calderón de la Barca. Et donc ils parlaient des textes classiques pour essayer de passer la parole sur ce qui s'est passé au Chili. Et sinon, il y avait l'autre chose qu'il y avait, c'était des cafés-concerts, des théâtres plus boulevard, je ne sais pas comment ça s'appelle, divertissement. Bueno, en esos años de dictadura lo que más se vio mermado fue justamente el teatro en regiones. Lo único que quedó más fuerte fue el teatro que sucede en la capital, que es Santiago. Y también desaparecieron muchas compañías o muchos grupos más de índole amateur que existían tanto en sindicatos, en grupos juveniles, en partidos políticos. Eso es lo que se ve como cercenado mayormente. Donc pendant cette période-là, tout ce qui savait gagner au niveau, par exemple, des travail plus amateur ou dans le travail des syndicats, des théâtres au niveau des syndicats, ou du théâtre ouvrier, tout ce qui était créé auparavant. C'est ça, en fait, qui a été plus coupé à cette période-là. Donc, il s'était interdit, parce qu'il y avait interdiction de se réunir. Donc, tous les théâtres, on doit se réunir pour faire du théâtre. Et donc, tous ces groupes-là, ils s'étaient coupés. Donc, c'est ça, en fait, qui a plus été, comment dire, oui, par la dictature. Bueno, ya con el retorno a la democracia, lo que sucedió es que los gobiernos de la Concertación trataron de volver a situar el arte y la cultura del lugar de donde había sido desplazado en esos años del golpe. Et donc, avec le retour de la démocratie, donc en 80, En 90. 80, 90, avec le retour donc, de la démocratie, il y a les nouveaux gouvernements donc essayent de reprendre un peu ce qui était mis en place avant. Donc il y a les écoles à nouveau qui commencent à rouvrir, les écoles de théâtre, des salles de théâtre, des festivals théâtrales, de agrupaciones. Tout ce qui avait été un peu anéanti, donc ils commencent à nouveau à reprendre place petit à petit. Bueno, pero sin embargo Chile ya era otro país.
y esto es producto de la Constitución de 1980 y también del modelo económico que se implementó, que era el modelo neoliberal. Alors, malgré cette envie de pouvoir reprendre un peu les choses en main, Chili était déjà notre pays. Notre pays était déjà changé. Et en fait, il y a une chose importante à vous dire, parce que sûrement vous ne le savez pas, c'est qu'au Chili, en fait, la constitution politique qu'on a aujourd'hui, c'est la même qui a créé Pinochet, qui est le dictateur dans les années 73. On n'a toujours pas changé la constitution. Donc c'est quelque chose de très important à savoir et à comprendre pourquoi le Chili aujourd'hui continue à avoir ces problématiques-là. Et parce qu'il s'est instauré aussi un modèle néolibéral au Chili assez fort. Mais surtout, cette constitución política n'a pas changé. Claro. Entonces, el teatro chileno de esta primera década de transición democrática presenta un giro radical tanto en su estética como también en su dramaturgia, que coincide justamente por un cambio de un régimen autoritario a un régimen democrático, con tendencias transnacionales justamente en lo político y posmodernas en lo teatral. Et donc, avec la période de transition entre la dictature et la nouvelle démocratie, il y a aussi un changement au niveau théâtral qui est très important par différentes choses qu'on va nommer plus tard. Et entre autres parce que ça a changé très très vite. En fait, au retour de la démocratie, le pays a changé rapidement. En fait, il y a quelque chose qui va très vite. Et au niveau théâtral aussi, grâce aussi à l'arrivée à nouveau des gens qui étaient exilés, donc qui reviennent avec de nouvelles idées. Et aussi dans la politique, tu avais dit quelque chose au niveau Oui, parce qu'il y a aussi des tendances donc, la politique très avec la transnationalité, la globalisation dans la politique et dans le théâtre. Il y a quelque chose aussi plus moderne qui se met en place. No, y eso, no sé si tiene que las tendencias posmodernas en el arte en general tiene que ver también por la vuelta al país de exiliados políticos que justamente traen nuevas tendencias que era lo que ellos estudiaron en otros países o que vieron también en otros países. Donc ce renouvellement, il y a deux choses. Il y a une qui était coupée vraiment pendant ces années-là, il y avait une vraie coupure. Et donc, ce renouvellement aussi est dû aussi à les gens qui ont parti à l'exil et qui ont revenu aussi avec tout ce qu'ils ont vu ailleurs, tout ce qu'ils ont pu reprendre dans d'autres pays. Et après, on vous donnera des exemples de compagnies et des noms de gens. Bueno, hoy ya en el siglo XXI y ya en una plena democracia, lo que se vive hoy o lo que se cuestiona hoy, no solamente a nivel chileno, sino que también de las democracias occidentales, es justamente la veracidad que tienen las democracias. Donc, ce qui questionne aussi Lorena, donc c'est avec ce retour à la démocratie, et elle pense aussi que se passe seulement au Chili, c'est vraiment de savoir les concepts de démocratie. Hoy día se habla bastante de lo que se entiende por un lado como una pospolítica, que estaríamos en un periodo de pospolítica. Donc on parle d'une période de post-politique. O también que se habla de una postdemocracia. O de post-démocratie. On parle d'une période de post-politique. Es decir, un contexto donde hoy no existen prácticamente diferencias ideológicas y donde la idea del consenso se ha establecido como elemento esencial de la sociedad. Donc, en fait, on croit qu'il n'y a pas vraiment de grandes différences politiques entre les choix des politiques. Et en fait, le mot principal de la politique, c'est le consensus pour la démocratie. Entonces, si entendemos en este contexto, ¿cierto?, de una pospolítica, por ejemplo, y entendemos el teatro en el sentido artístico y también como una herramienta social que contribuye a la formación de un imaginario colectivo, en el fondo porque está fomentado por
ideales territoriales, ideológicos, sociales, el plano teatral se debe totalmente valorar y se debe establecer como políticas públicas de diferentes países. En este caso, de Chile, debe estar en ese sitio, o sea, tiene que tener una primacía, no se debe estar obviando el arte en comparación con otras actividades en el país. Alors, Lorena dit, donc si nous comprenons le théâtre et l'éducation théâtrale comme un outil social qui contribue à l'imaginaire collectif, qu'elle répond à différents phénomènes territoriaux, historiques, sociaux, idéologiques. Elle croit que son développement il doit être généralisé et il doit être aussi soutenu par les gouvernements, par une politique d'État aussi, qui doit accompagner ces mouvements dans les écoles ou dans les ateliers, etc. Juste je fais une parenthèse, parce que effectivement au Chili, il n'existait pas encore cette politique de créer vraiment un travail d'éducation artistique. C'est très très récent et on va parler de ça. Como decimos ahora lo del ministerio. Sí, no, de ahí porque voy a terminar. Quizás me interesaría dar algunos ejemplos de cómo existe un cambio estético y también dramatúrgico en ciertas compañías teatrales que aparecen a finales de la década del 80 y desde principios de los 90. Donc on va vous montrer des images des compagnies qui ont fait que comment ils ont changé, donc comment ça modifié le théâtre chilien et avec les noms qu'on vous a donné tout à l'heure à partir des années 80 environ jusqu'à aujourd'hui. Estos son breves ejemplos, o sea, es una selección que también tiene que ver con mi mirada y mi trabajo. Donc c'est quelques exemples de compagnies parce qu'il y a énormément de compagnies au Chili. Donc il a sélectionné quelques compagnies qu'elle l'intéresse le plus et selon son regard aussi. Donc il y a d'autres compagnies évidemment au Chili, mais donc on a choisi que certaines o que son significativas o representativas de un modelo distinto a un paradigma teatral que existía hasta los 70 o los años 80. O que sont les compagnies qui sont plus représentatives de ces changements suite à la dictature, donc post-dictature, et aussi avec comme thème central aussi la politique o les sujets de mémoire. Lo que ustedes ven es el Teatro Fin de Siglo, que es un teatro que dirige Ramón Grifero, que fue un representante como icónico a fines de esos años, porque él trae nuevas tendencias teatrales, que era lo que él había desarrollado principalmente en Bélgica, que fue en el país donde él estuvo, y del cual estudió también cine. Entonces, este arte, el cine, lo incorpora y lo trabaja en el teatro. Donc, il y a un des personnages importants, c'est Ramón Grifero, avec sa compagnie qui s'appelle Théâtre Fin de Siglo. Et en fait, donc, lui, c'est un des personnes qui était exilié politique. Lui est arrivé en Belgique. Et en même temps, il a fait des études de cinéma. Donc, il incorpore le cinéma au théâtre. Donc, c'est une des premières choses qui change aussi la manière de faire du théâtre au niveau plus esthétique. Et lui aussi, il écrit plus aussi de la parole de l'exil. Donc, il écrit à partir aussi de son exil ou à partir de tous ces mouvements qu'il y a eu à cette époque-là. Para que entiendan estas compañías, es necesario quizás explicar que lo que se daba mayormente en el teatro era un teatro de corte realista. O sea, piensen en escenografía y dramaturgia más bien de corte clásico, aristotélico, y con una escenografía totalmente realista, con actuaciones realistas. Lo que aparece acá es un quiebre con ese modelo. Donc en fait, jusqu'à avant ça, le théâtre s'est arrêté à un théâtre très réaliste dans la scénographie, dans la manière de jouer. Donc il y avait
un courant plutôt réaliste. Et avec ces nouvelles compagnies, il y a un vrai coupure. Donc il y a quelque chose qui change très rapidement. Otro ejemplo es el Gran Circo Teatro, que es una compañía dirigida por Andrés Pérez, quien fue discípulo y trabajó aquí en Francia con Teatro du Soleil de Ariane Mouchkine. Él traslada todos esos aprendizajes que tuvo con ella en la compañía acá y los lleva a Chile montando La Negra Esther, que se hizo a partir de las décimas de las décimas de La Negra Esther de Roberto Parra, y él incorpora modos de actuación y modos representativos que él ya había aprendido con Ariane Mouchkine. Tiene que ver mucho con la incorporación del cuerpo, de la máscara, de la multiculturalidad también en escena y el concepto de lo festivo o lo carnavalesco. Entonces, La Negra Esther, c'est une pièce qui a créé Andrés Pérez. En fait, et Andrés Pérez, c'est vraiment un symbole théâtral au Chili. J'ajoute quelques petites choses de ce qu'a dit Lorena, parce que ça marquait vraiment, cette pièce à La Negra Esther a marqué vraiment les gens du théâtre au Chili. On connaît tous les chansons de La Negra Esther. Tous les Chiliens, on les connaît par cœur, cette chanson-là, même si on ne les a pas vues. Je ne l'ai pas vue, cette pièce, jamais, parce que je n'ai pas la chance de la voir, mais on connaît tous les chansons. Il y a quelque chose à la mémoire collective, en fait, avec cette compagnie. Donc, il est parti avec cette histoire à partir de las décimas de La Negra Esther, de Roberto Parra, qui est un artiste chilien aussi, qui vient d'une famille d'artistes, donc c'est la famille Parra. Et j'ajoute autre chose aussi sur Andrés Pérez, donc il a été tellement fort cette présence d'Andrés Pérez qui a été formé au Théâtre du Soleil avec Ariane Mouchkine et qui ramène aussi autre vision du théâtre qui est plus festive, qui est plus carnavalesque, où il se mélange d'autres techniques, d'autres manières de jouer, qui est plus corporelle aussi, où il y a plus de notions de mélange d'art en fait. Et lui, il incorpore vraiment ça avec le cirque, avec... Sí, que tiene que ver también con la idea del circo, la idea del circo, y también él sale de ciertos espacios representativos tradicionales, es decir, el teatro, el sentido de la cuarta pared. Él aparece mucho, no solo con estas obras, sino que con otras más en los espacios de la calle. De hecho, La Negra Esther fue estrenada no en circuitos oficiales del teatro chileno, sino que en una comuna totalmente periférica de la ciudad que es Puente Alto. Donc Andrés Pérez aussi, il défend un théâtre plus populaire, un théâtre qui va plus vers les gens. Donc lui, il incorpore tout ce qu'il a appris au Théâtre du Soleil, il incorpore au théâtre chilien, mais il le mélange vraiment avec quelque chose de très chilien. Et du coup, il va aussi aller jouer dans la rue, il joue dans les circuits qui sont non conventionnels, non officiels, et il va aller dans des lieux qui sont plus dans les bidonvilles ou dans les populations qui sont plus éloignées des centres artistiques. Etcétera, etcétera. Otra compañía es Teatro de la Memoria, dirigida por Alfredo Castro, que es un importante y destacado actor de teatro, de cine y también de televisión. Él también viene a romper todos los ejemplos que doy son distintos. O sea, y Alfredo Castro empieza a trabajar con otra materialidad para su puesta en escena. En el caso de esta imagen, La Manzana de Adán está basada en fotografías, un trabajo fotográfico que hizo Paz Errázuriz, y tiene que ver con el mundo, llamémoslo marginal, en torno a lo homosexual o lo travesti, que en esa época, por supuesto, que era totalmente invisibilizado. Donc, un autre exemple, tous les exemples sont très différents, des compagnies qui travaillent de manière très différente, mais qui ont marqué des choses importantes dans le théâtre chilien. Donc là, on passe plus à les années 90 et on a le Théâtre de la Memoria qui a été créé par Alfredo Castro, qui est peut-être, si vous avez vu un jour des films chiliens, il est souvent dans les films chiliens, donc peut-être vous l'avez déjà vu.
Como no, je sais pas si vous savez. No, no, vous l'avez pas vu. No, o Tony Manero, c'est de... Oui, oui. C'est lui qui joue aussi dedans. Donc c'est quelqu'un qui a créé un théâtre plus à partir des témoignages. Donc il est allé chercher plus dans les témoignages pour faire une écriture différente du plateau. Et il est parti aussi à chercher dans des personnages qui sont plus dans los márgenes de la sociedad. Oui, des personnages plus marginaux. Donc il va travailler à partir des histoires des personnages, des prostituées, des transsexuels. Il va, à partir de ces témoignages-là, il va monter ses créations. Avancemos. Vamos a avanzar un poco en los años 2000. La Pato Gallina, una compañía de teatro de calle. El teatro de calle anteriormente no era tan visto. Entonces, lo destacado de la Pato Gallina tiene que ver con un trabajo corporal muy fuerte. Y en el caso del Húsar de la Muerte, está basado en una estética del cine mudo que existió en la historia del cine, es decir, la utilización de una gestualidad exacerbada, como también del uso, por ejemplo, de carteles que dan cuenta de lo que la situación o la escena está aconteciendo. Donc la Pato Gallina, donc c'est une autre compagnie. La Pato Gallina, le pato, et pato c'est un canard et gallina c'est la poule. Donc les canards poules, ça s'appelle comme ça. Bueno, el nombre de la Pato Gallina tiene que ver con que en esa época, no en esa época, pero lo pensaron cuando llegó a la presidencia Patricio Aylwin. Por eso, de ahí aparece el nombre de la Pato Gallina, porque en el fondo él iba a tomar justicia solamente en la medida de lo posible. Oui, parce qu'en fait, avec l'arrivée de la concertation, donc, il s'est créé à cette époque-là, donc il y avait Patricio Aylwin, donc c'est une espèce un peu de moquerie à partir de son nom, parce que Patricio, Pato, on les appelle Pato, les Patricios, en diminutif. Donc Pato Gallina, et Pato Gallina parce que ça fait de la poule. Donc, c'est parce qu'il n'allait pas vraiment, on n'avait pas confiance à que ce président-là, il pouvait faire vraiment des choses. Et du coup, cette compagnie est née à partir de ce nom de la compagnie est née à partir de ça. Et en fait, c'est une compagnie qui va vraiment aussi marquer un langage plus corporel dans les compagnies et pour la suite aussi, parce qu'il y a plusieurs compagnies qui se sont inspirées de ces créations-là. Et donc, il y a une manière de jouer qui est très physique et très corporelle, expressive, qui a marqué cette compagnie pour la suite. Et El Húsar de la Muerte, donc c'est la première création qui était en 2000. Et je pense qu'elle a marqué pas mal aussi des générations de jeunes qui après voulaient faire du théâtre. Moi, par exemple. Tiene un uso importante de música en vivo, pero no de música de un músico, sino que de una orquesta. Tiene también la Pato Gallina son machine. Pardon, excusez-moi Lorena, il y a une chose assez importante des panneaux par rapport à Ah oui, c'est vrai, merci. L'esthétique du cinéma muet aussi. Oui, il y a ces deux choses-là aussi, pardon, j'avais oublié. Donc il y a deux choses importantes dans ces compagnies, c'est que vraiment ils incorporent la gestualité qui ont pris des cinémas muets. Donc vraiment, El Húsar de la Muerte, c'est aussi un film muet chilien. Donc ils sont partis de ce film muet pour pouvoir donner vie. Donc il n'y a pas de paroles dans les créations et du coup il y a l'utilisation des panneaux, des écriteaux, pour pouvoir raconter, faire la suite de l'histoire. Est-ce que c'est un théâtre de rue? Et c'est un théâtre pas seulement de rue, mais ça joue beaucoup aussi dans la rue. Il y a quelque chose qui vient de dire, avant que j'oublie, c'est que aussi ils jouent avec un direct avec une compagnie de rock qui s'appelle la Pato Gallina Sound Machine. Donc il y a la musique aussi qui est en direct, il y a tout un groupe de musique qui joue en direct. Vamos a nombrar otros ejemplos de manera más rápida. Teatro de Chile es una compañía, porque ahora ya no existe, solamente la directora es ella, Manuela Infante, una directora y dramaturga que tuvo un periodo muy importante, pues trabaja principalmente rompiendo ciertos esquemas que tienen que ver con la representacionalidad en el caso de Cristo. Y también un dato importante para que entiendan cómo el poder político, aún en democracia, sigue haciendo eco en el arte a través de, por ejemplo, Prat.
he hablado mucho, traduce después. Sinon, je m'oublie. Y ahí voy a explicar Prat. Donc, notre compagnie très important, c'est Théâtre de Chile. Il dit qu'il n'existe plus, mais en fait, il a été formé par une dramaturge chilienne qui est toujours d'actualité, qui s'appelle Manuela Infante. Et donc, elle travaille, elle a travaillé cette pièce qui s'appelle Prat à partir d'un héros chilien, dans l'histoire d'un héros chilien qui a été mis Sí. ¿Cómo explicar la obra? Prat es un héroe patrio. Donc, Un héroe Arturo patrio. Prat est un héros patrio. Donc, dans l'histoire chilienne, dans les livres d'histoire, il est nommé comme un héros de la patrie. Entonces, la obra pone a un Prat humano, con sus virtudes y también con muchos defectos, mostrándolo, por ejemplo, borracho y homosexual. Mal para la historia del teatro, o sea, mal para la historia oficial de Chile. Donc, cette pièce, elle met en scène Prat, donc cet héros national, avec, comme un homme normal, avec ses défauts, avec ses vertus. Bah. Et du coup, il le met en scène aussi, des fois, il peut être bourré, avec son histoire d'homosexualité. Donc, il y a beaucoup de gens plus réactionnaires au Chili, plus traditionnels au Chili, qui vont être pas trop contents de la vision de ces héros. Entonces, grupos conservadores de la política y de la aristocracia chilena trató de que esa obra no se mostrara y fue totalmente mediático, que le sirvió bastante a la compañía también para hacerse conocida. Donc, même si on est en démocratie au Chili, cette pièce, elle a eu du mal en fait à être montrée parce qu'il y a des groupes politiques plus conservateurs qui ne voulaient pas en fait qu'il soit joué. Donc, il y a quelque chose de très médiatique qui s'est fait, mais finalement, ça a gagné pour la compagnie parce que ça a beaucoup parlé de cette pièce. Más actual hoy en día está La Pieza Oscura, que antes tuvo otro nombre, era La Fusa, ahora es La Pieza Oscura, que es una compañía teatral a la cabeza de Nona Fernández y de Marcelo Leonard, que trabajan principalmente en torno a la recuperación de una memoria histórica reciente, basados en hechos políticos verídicos que sucedieron en la época de la dictadura cívico-militar. Et donc, cette compagnie qui est encore plus récente s'appelle La Pieza Oscura, qui est dirigée par Nona Fernandez Marcelo Leonard. et Marcelo Leonard. Donc, eux, ils travaillent à partir des témoignages, des vraies histoires récentes, donc, qui étaient pendant la dictature. Donc, il y a ces deux pièces qui s'appellent El Taller et Liceo de Niñas. Y Liceo de Niñas. Bueno, después hay otras obras de ellos, que aquí tenemos a una actriz que estuvo ahí, que la vi en esa versión de La Noche Mapuche. Pero vamos a seguir. Il y a une autre pièce qui était jouée qui s'appelle La Noche Mapuche. Y que ahí a la comédienne Aquí hay qui una. parle. Ay, no quise hacer eso. Bueno, importante para mí, un destacado dramaturgo y director, muy importante. Bueno, también debo decir que la Nona también lo es, mucho. Es Guillermo Calderón. Guillermo Calderón aparece voy directo a Mateluna. Mateluna es una obra que la importancia de ella radica en que Guillermo Calderón rompe totalmente con cierta estructura dramatúrgica y también de puesta en escena, pero más importante aún es que él tiene una postura totalmente política al realizar esta obra de teatro. Alors, un autre dramaturge très important et un des préférés pour Lorena, c'est Guillermo Calderón. Donc, Guillermo Calderón, il est traduit aussi, il a joué au Théâtre de la Ville il y a quelques années avec une autre pièce, mais il voudrait parler surtout de cette pièce-là qui s'appelle Mateluna. Donc, en fait, lui, il va venir à changer au niveau aussi scénique et dramaturgique le théâtre chilien, mais aussi il va prendre une posture politique assez forte, y surtout avec cette pièce. ¿Por qué? Mateluna es una obra basada en Jorge Mateluna.
Jorge Mateluna fue militante activo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Por lo tanto, participó activamente contra la dictadura y fue preso muchos años. En fait, donc, il va travailler à partir d'une vraie histoire très récente pour le Chili, qui c'est à partir de la vie de Jorge Mateluna. En fait, donc, c'était un militant d'un mouvement révolutionnaire chilien qui s'appelle le Frente Patriótico Manuel Rodríguez y que fue acusado de asaltar un banco y por lo tanto lo tomaron preso, pero se entiende que el tomar preso a él tiene que ver justamente porque había sido militante. La obra trabaja en torno a las pruebas reales que existen de la inocencia de él. Jorge Mateluna está preso hasta el día de hoy y la obra se sigue presentando no solamente en Chile, sino que también en diferentes partes del mundo. Así, aún, donde se han involucrado muchos abogados importantes de Chile, Jorge Mateluna aún sigue preso. Il parle de l'histoire de Jorge Mateluna. En fait, donc, il a participé d'un mouvement révolutionnaire pendant la dictature. C'est un groupe révolutionnaire qui a essayé donc de faire face à la dictature. Et du coup, comme c'est un personnage important de ce groupe, il est inculpé d'un assaut, on dit un assaut à une banque, ouais, un braquage. Et du coup, il était pris, il est en prison jusqu'à aujourd'hui, alors que il est encore en prison, alors que il n'y a pas de preuves vraiment réelles pour savoir si c'était vraiment lui. Donc lui, les metteurs en scène et le dramaturge Guillermo Calderón, il va mettre donc ces personnages avec une scène, donc la vraie histoire de ces messieurs, avec des vrais témoignages et avec des preuves en fait, qui vont montrer qu'il est innocent. Donc il joue au Chili et il a joué aussi en France et malheureusement je ne l'ai pas vu, mais il y a un article super intéressant dans Le Monde, en internet, si vous cherchez, vous pouvez le trouver en français, sur les Mateluna y Guillermo Calderón. Bueno, Teatro La María es otra compañía, pero la vamos a obviar. Para detenernos un poco en el colectivo zoológico. Gracias por entenderme. El colectivo zoológico es una compañía de teatro muy joven, que está actualmente muy vigente en el país, y lo traigo en esta oportunidad porque tiene una obra que se llama No tenemos que sacrificarnos por los que vendrán, que la importancia radica en que ellos trabajan sobre un documento verídico que son las actas actas secretas que recién salen a la luz alrededor del año 2012, en donde se deja en evidencia cómo la Junta Militar de Gobierno y otros personajes trabajan en la construcción y en la conformación de lo que va a ser el plan laboral que rige hasta el día de hoy. Por supuesto que es malísimo para todos los trabajadores. Donc il y a une autre compagnie qui intéresse beaucoup aussi Lorena, c'est le Colectivo Zoológico, donc qui spécialement avec une pièce qui s'appelle No tenemos que sacrificarnos por los que vendrán, qui on pourrait traduire pour on ne devrait pas nous sacrifier pour ceux qui viendront. Donc qui va parler à partir des vrais documents aussi. Donc, il va partir des vraies histoires, des faits véridiques. Donc, qui va aller chercher dans la construction, en fait, de la loi du travail au Chili, à partir de 2012 environ. Donc, qui va aussi jouer un rôle important sur les syndicats, sur la réunion sociale au Chili. Et donc, il va vraiment venir chercher comment a été construit, comment a été réfléchi à l'époque de la dictature et qui n'a pas changé. Et comment aujourd'hui, nous sommes là à cause de ces lois qui étaient. Donc la compagnie va s'intéresser à ça pour montrer donc, comment les lois qui étaient créées à cette époque-là jouent aujourd'hui un rôle important dans nos vies. Y por último hay varias compañías que también quedan afuera, pero nada, el tiempo.
La Niña Horrible. La compañía de La Niña Horrible. ¿Cómo? La compañía de la petite fille affreuse. ¿Cómo suena? El caso de la compañía de La Niña Horrible destaca por un tipo de actuación exacerbada, no solamente exacerbada en la actuación expresionista y hasta grotesca, sino que también de una propuesta estética que también alude a lo mismo, es decir, a exaltar cierto barroco, por llamarlo de algún modo, de la actuación, del vestuario, de la escena, de lo vocal también. Donc c'est une compagnie qui est très différente aussi aux autres, qui parle à partir d'autres langages et qui est beaucoup plus expressionniste et plus grotesque aussi, et qui va partir vraiment à partir des vêtements, des costumes, de la scénographie, de la manière de jouer aussi, y particulièrement... Sí, claro, que ellos trabajan en la mayoría de sus obras, sino, excepto quizás una, todos los personajes femeninos son interpretados por hombres. Es como una política que tiene el director con la dramaturga. Donc en fait, il a pris parti aussi que tous les personnages féminins soient joués par des hommes. C'est un peu la signature de la compañía. Estas compañías que menciono ahora dan cuenta, a grandes rasgos por supuesto, de ciertas dinámicas teatrales que se están realizando actualmente en Chile. Donc avec ces exemples qu'il a pu donner, avec ça on pourra montrer aussi toute la dynamique théâtrale qui existe au Chili, comment ça a changé aussi après des prédictatures, comment ça a avancé, comment a evolucioné le théâtre chilien. Ahora bien, en torno a la educación, debemos entender que en Chile tanto el teatro o la cultura en general no tiene un punto de vista preponderante o prioritario dentro de las políticas públicas. Donc au niveau de l'éducation et au niveau de l'éducation artistique, il n'y a pas vraiment un parti pris de l'importance que peut avoir l'éducation artistique au Chili. Sin embargo, hoy día existen un departamento de educación y formación de artes y cultura que pertenece a el recientemente creado Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Donc malgré tout cela, il existe récemment en fait un département qui va s'occuper de l'éducation artistique, qui appartient au ministère de la Culture, mais en fait le ministère de la Culture a été créé seulement cette année. Ça fait quelques mois, en mars 2018. Donc on a un ministère de Culture qui est très très récent. Por lo tanto, existe ahora una visión, llamémosla quizás más profesional, que tiene como misión diseñar, apoyar y en el fondo fomentar planes y programas en torno a la educación del arte y la cultura. No obstante, aún no existe realmente una incidencia directa de estas políticas públicas en torno a la educación artística, ya sea en el ámbito de la educación propiamente tal, como de planes, llamémoslos extra programáticos. Me refiero a talleres, por ejemplo, en colegios. Donc malgré l'existence de ce nouveau département au ministère de la Culture, il n'y a pas encore une implémentation des projets éducationnels artistiques de manière globale dans le pays. Il y a certaines choses qui se font dans les écoles. ¿Habla Maltero de Balmaceda y todo eso, no? ¿De qué? Balmaceda. Sí, porque existen algunos ejemplos que están hace tiempo, como Balmaceda Arte Joven, que es como, llamémosle, un centro cultural que fomenta la creación de jóvenes principalmente en torno a las artes. Pero ese es como, digamos, una excepción. Sí, donc, il existe des lieux de formation artistique au Chili en dehors des écoles de théâtre, qui c'est plus pour les jeunes. Il y a un endroit qui s'appelle Balmaceda Arte Joven, donc, qui a été créé d'abord en Santiago et puis plus tard en région. Il y a Concepción, Valparaíso et je ne sais pas s'il y a une autre région. Mais ce serait une ville, des grandes villes
qui a ces lieux de création et d'ateliers artistiques pour les jeunes. Mais en dehors de ça, il y a très très peu de choses qui se font dans les écoles. Et si se font de manière très alternative aussi. Des fois, ça se fait aussi de manière alternative par des groupes qui de manière spontanée aussi vont créer des choses. Bueno, la no incidencia real del arte y la cultura en la sociedad se debe principalmente a que los gobiernos o los distintos poderes gobernantes no se dan cuenta del poder que tiene el arte en tanto formación de seres humanos integrales con un pensamiento crítico, reflexivo y también de una mirada hacia la diversidad y de una estética por la belleza, entendía la belleza no como lo lindo, sino de la diversidad que existe. Donc, Lorena croit aussi que ce manque que tout ça il nous fait réfléchir en fait sur ce que peut comprendre qu'ils ne sont pas encore pris conscience de tout ce qui peut apporter les disciplines artistiques à la formation pour les êtres humains comme personnes en fait générateurs de pensées et de réflexions. Et avec une diversité et une sensibilité esthétique. Il n'y a pas encore une prise de conscience que cela peut vraiment aider à la formation de cet humain. Lo que sucede en torno a estas políticas públicas que hoy día se están generando es poder darse cuenta que a través de esta implementación de políticas públicas lo que se desea es mermar las brechas sociales que existen, principalmente del acceso al arte y la cultura, que hay una muestra evidente de la segregación social que existe en Chile. Donc avec ça, en fait, ce qui voudra aussi, ce qui croit Lorena aussi, ce qui est important, c'est que le théâtre peut aussi être un outil pour pouvoir raccourcir les brèches qui existent entre les groupes sociaux au Chili. Je crois que j'ai trop réduit cette phrase. Pero yo creo que vamos a ir voy cerrando. Voy a ya cerrar esta instancia como quizás para poder generar un espacio más de dudas o consultas que puedan tener. Quiero simplemente terminar diciendo que el teatro y el arte en Chile, si bien ha ido en avanzada, aún sigue siendo, por una parte, más bien perteneciente a cierto grupo más selecto que tiene que ver con una mirada intelectual y burguesa, pero que no da cuenta o no se expande a todos los medios. A los medios me refiero principalmente, llamémoslo, el pueblo. O sea, que sea como al alcance de todos. Donc, dans les théâtres chiliens, en fait, il reste encore beaucoup de choses à faire et ça reste un milieu très privé pour un groupe social. Ça reste très restreint, très bobo, on va dire. Donc, c'est un groupe social très limité. Donc, il manque encore diffuser ce théâtre pour qu'il arrive vraiment dans tous les domaines. Claro. Creo que finalmente todo esto es posible de ser cambiado en tanto se entienda al arte y la vida con miradas desde una misma perspectiva. Y por lo mismo se integren dentro de las políticas públicas de Chile, teniendo en cuenta que el arte puede ser y es perfectamente un vehículo de transformación social y de conocimiento de los seres humanos. Donc pour Lorena et pour finir, elle croit que aussi il faut comprendre l'art et la vie, il faut les voir depuis le même angle, donc à travers des politiques qui puissent utiliser l'art et le théâtre comme un vecteur de transformation sociale et de connaissances. Para que demos paso donc avec ça, on va finir cette présentation. Si vous avez des questions, des petites choses à dire, je pourrais les transmettre à Lorena. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez-y.
ouvert pour les questions. En français, en espagnol, en anglais, comme vous voulez. Alors, François. Ma question c'est, pour partir de la dernière chose que tu as dit, utiliser l'art comme un vecteur de transformation sociale, est-ce que en fait nos démocraties elles ont intérêt à ce que ça ait lieu en fait? Je veux dire, Dice con respecto a la última frase que dijiste, que utilizar el arte como un medio de transformación social, si realmente los gobiernos creen o quieren utilizar esta... Yo creo que solamente es una mirada desde lo teórico, pero que en la práctica no se lleva a cabo. Creo que el que el arte no sea parte de pensarlo desde una transformación social tiene que ver por el corte que se implementó con la dictadura, que tiene que ver con que la educación fue cambiada rotundamente y que el modelo político y el modelo económico también influye en los modos de pensamiento que tiene el ser humano, principalmente un cambio que hay desde una manera de entender un mundo desde lo colectivo, desde lo comunitario, a un mundo totalmente individualista. Et donc il dit en fait qu'il croit que ça reste beaucoup dans la théorie, que souvent il y a des réflexions qui se font autour de ça, mais ça reste dans la théorie. Dans la pratique, il n'y a pas vraiment un vrai travail de recherche de la pratique d'amener ce théâtre au-delà, ou l'art en général, au-delà des petits cercles. Et aussi, surtout au Chili, par du Chili, donc au Chili, il y a une vraie coupure qui est faite par la dictature militaire, et que du coup, il a eu beaucoup de mal aussi à reprendre les changements en fait en main, à reprendre une activité plus Social. oui, à reprendre cette effervescence sociale, ces communions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vas-y. Moi j'ai découvert le théâtre plus argentin il y a 10 ans, je suis partie 2 mois découvrir le théâtre comme facteur d'intégration sociale et j'ai rencontré beaucoup de metteurs en scène, de comédiens qui étaient en prison, dans les hôpitaux psychiatriques, auprès des infirmières qui étaient dans les services néonatalisés, sur la mortalité infantile, dans les écoles, dans les bidonvilles, vraiment partout où j'allais en Argentine, j'en ai rencontré vraiment beaucoup et j'ai eu une grande claque par rapport à ce que j'avais pu vivre en France. Est-ce que vous... Après, il y a eu aussi en Argentine beaucoup d'immigration, donc l'inverse, c'est pas l'exil. 80% des Argentins viennent aussi d'immigration européenne, Allemagne, Italie, Espagne, et donc, notamment dans le quartier La Boca, il y a un théâtre communautaire où les habitants, donc entre voisins, ils ont créé des pièces de théâtre un peu cabaret. Et il parle aussi du coup de le lien théâtre politique est très présent en Argentine aussi. Beaucoup se font, pas forcément liés au gouvernement, mais finalement. La question pourrait être, est-ce que c'est important toujours d'avoir ce lien avec le gouvernement qui pourrait être aussi, qui pourrait rompre certaines formes de liberté de parole et de réflexion un peu distanciée de ce que le gouvernement est en train de faire vivre au peuple. Oui. Ella cuenta que ella estuvo en Argentina durante 2 meses. Toda la gente que encontraba en Argentina le hablaba también que había un teatro más también o de educación o de intervención en prisiones, en hospitales psiquiátricos, en escuelas, en las poblaciones, y teatro más comunitario, entonces que se hacían paralelo en realidad a lo que se hacía con el gobierno, entonces que existían muchos grupos sociales o grupos de teatro que hacían cosas, no sabe si ella, si a pesar de el gobierno, pero lo que pregunta es que es necesario realmente esperar que el gobierno dé una pauta para seguir, para hacer el trabajo. Existe el teatro que se denomina teatro aplicado en Chile, que es el teatro, por ejemplo, en cárceles, en servicios de salud, en hospitales psiquiátricos, en la educación, que es donde más es evidente, pero y son iniciativas muchas particulares. El problema radica en que no deben ser solamente instancias particulares, sino que tiene que existir
políticas que avalen aquellas instancias también. Sí hay, pero son precarias en el fondo, porque siempre no tienen recursos como para poder hacer algo realmente como corresponde. Y eso es lo que pasa. Por eso quizás habría que hacer hincapié en que tiene que existir fondos públicos y también que vengan de fondos privados, de empresas que tienen mucho dinero en Chile, que contribuyan a través del arte. Existe, pero pucha, no es como debiese ser. En fait, donc Lorraine explique qu'il existe quand même, je vous avais dit tout à l'heure, vraiment, en fait, il y a aussi des groupes qui travaillent de manière très autonome au Chili. Je fais un parenthèse. Je fais juste un parenthèse aussi pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne au Chili. C'est très différent à comment ça fonctionne en France. Donc, on a les fonds culturels. Il y a un seul fonds culturel qui s'appelle Fondart, que donc c'est dos veces por año el Fondart. No, es una solamente, que a veces las becas y las pasantías se abren dos Il y convocatorias. a un appel à projet national seulement une fois par an. Donc, c'est là seulement que les compagnies de théâtre vont avoir accès à des fonds pour les créations. Et après, il y a une autre qui sont plus pour venir dans des Es importante que des digas pays que son différents. fondos concursables. Oui, c'est des fonds Entonces- de concours. Ils vont au concours. Donc, Entonces, évidemment, mucha c'est pas gente toutes les queda fuera. compagnies. Et du coup, c'est les compagnies les plus importantes ou avec un renom plus important qui vont avoir ces fonds. Du coup, parallèle à ça, il y a énormément quand même des théâtres au Chili. Ça continue à exister, les théâtres, même s'il n'y a pas l'argent pour le faire. Les compagnies se débrouillent avec l'envie, la force pour le faire. Mais ce qu'il dit Lorena, et que je suis totalement d'accord avec elle, c'est que ça ne peut pas rester juste avec ça. Ça ne peut pas rester dans la précarité, et notamment dans l'éducation, dans les travaux d'éducation et des transmissions théâtrales dans les hôpitaux, dans les écoles, etc. Ça ne peut pas rester que dans l'envie et avec quelqu'un qui travaille à côté, à autre chose, ou des serveurs. Parce que souvent, c'est ça au Chili. On doit travailler dans d'autres choses. Évidemment, il n'y a pas l'intermittence des spectacles, ça, c'est loin de ça. Donc, il n'y a pas les moyens pour pouvoir vraiment nourrir ça. Et donc, ce qu'il dit Lorena, c'est que ça ne peut pas rester comme ça. Il doit exister des politiques qui vont créer ce travail aussi. Et vous êtes étudiant presque tous de licence pro, et vous savez aussi que ça existe et qu'il manque sûrement déjà en France. Il manque aussi, pas au même niveau qu'au Chili, c'est sûr, mais il y a aussi un manque, on est en train de se perdre ces notions-là aussi. Donc, pour Lorena, c'est important que ces politiques se créent, qui existent vraiment. Camille. Pourquoi le théâtre sud-américain est si peu montré en Europe et en France? La pregunta por qué el teatro latinoamericano es tan poco mostrado en Francia. Si sabes. No lo sé, pero no lo sé. Vienen obras a Francia, pero bueno, primero, no sé cómo se dirá, agregaduría cultural. Sí, el consulado. El consulado en ninguna parte del mundo tiene recursos, partiendo por eso. Entonces, desde ahí ya no se traen obras. Lo que sí creo que viene acá, que sé de algunas obras que han estado, tiene que ver principalmente con una, llamémoslo, una industria cultural teatral que existe en Chile, que se llama Santiago a Mil, que realiza algunas producciones que ellos mismos las traen y las financian a través de fondos, ya sean de Chile, que esa fundación es una fundación, recibe mucho dinero desde las mineras y traen algunas obras, pero no hay mucho teatro que sale al exterior, o solamente son algunos nombres que vienen principalmente a veces a festivales, tanto en Francia como en España, por ejemplo. Donc, elle dit qu'elle ne sait pas vraiment, mais qu'il a une théorie. Que c'est en fait, souvent, il y a deux choses. Que je rejoins aussi Lorena et j'ajoute des choses. Je pense aussi, il n'y a pas, comme on disait, il n'y a pas vraiment les fonds pour le faire. C'est cher venir en Europe. Ça coûte très cher, surtout avec une pièce de théâtre. Ramener une production dans notre pays, il doit avoir aussi des aides
pour pouvoir faire ça. Mais malgré ça, il y a quand même il y a des productions qui viennent à Avignon, qui viennent au Théâtre de la Ville. Et c'est des grosses productions chiliennes qui sont soutenues par Santiago 1000, qui est un festival international à Santiago, et qui a une fondation qui s'appelle la Fondation Santiago 1000 et qui va choisir les compagnies qui viennent jouer en Europe. Et souvent, il y a la Resentida, qui peut-être, je sais pas, souvent, tous les ans, ils viennent à la Resentida. Il y a une autre compagnie qui vient, qui est el otro de, ¿cómo se llama? La de Luis. El Niño Proletario. El Niño Proletario. Guillermo Calderón también vino. Calderón, El sí. Teatro, el Teatro Milagros, o Teatro Doble, ahora. Je pense qu'il y a quand même des pièces qui se jouent, mais peut-être que vous n'êtes pas trop au courant. Enfin, je pense que les gens qui s'intéressent un peu plus, moi je suis chilienne, je sais que, oui, l'Argentin, après, comme disait, c'est quoi ton nom? Alice, l'histoire entre l'Argentine et le Chili est complètement différente. C'est vraiment, même au niveau théâtral, c'est vraiment une autre histoire. Théâtre de marionnettes en Argentine. Il y a beaucoup de théâtre marionnette aussi. Je sais pas si au Chili, est-ce qu'il y en a beaucoup? Ah oui, on peut parler, je peux parler de ça. Ok. Moi, je pourrais ajouter ça. Je crois aussi que le rapport que nous avons, nous, en Amérique latine, au Chili, bien sûr, avec la publication est différent. Donc nous avons très peu de pièces publiées, très peu de pièces traduites en plus vers d'autres langues comme le français, l'anglais. Et l'Argentine, je crois que l'Argentine, c'est un théâtre qui est assez... c'est pas que ça, mais il y a beaucoup de théâtre textocentrique. Et donc ces textes, les textes argentins, voyagent. Le Roulet, pareil, Sanguinetti, Calderón, et l'autre Calderón, Gabriel. voyagent beaucoup. Et le théâtre chilien, enfin, il y a pas mal de dramaturgie, il y a pas mal d'écriture, mais il y a une forte influence de la scène. Et pareil, le Pérou, l'Équateur, ce sont des pays où la scène et la tradition peut-être parfois folklorique ou indigène peut compter plus que le texte. Et donc ça voyage moins. Déjà les textes voyagent moins. Donc, Il y a aussi une autre... Peut-être tu veux traduire. Ah oui. Dímelo tú. la relación con la publicación. Se publica menos, el teatro Sí. chino un poquito. El teatro argentino es más textocéntrico. Sí. Entonces hay una explosión de textos que se traducen. Que es más y fácil la el teatro traducción. chileno tiene una relación también con la escena. Sí. Entonces se viaja menos. Y en otros Sí. países como Perú, Ecuador, existe una relación más con la tradición, con el indigenismo Claro, también. pensar como teatro folclórico todo el tiempo. Lo otro que quizás es importante decir que en Chile no existe un teatro nacional. No existe la idea de un teatro nacional, que justamente quizás ese teatro, si existiese, pudiese viajar por el mundo. Pero eso no existe. C'est ce qui est- Hay parce un qu'on- nombre, pero no es. On parlait de ça justement aujourd'hui avec Lorraine. Je l'expliquais, le fonctionnement un peu en France, donc des théâtres nationaux aussi. Et au Chili, il n'existe pas. Il n'y a aucun théâtre national. Mais par rapport au théâtre argentin et la France, il y a aussi des raisons historiques. Il y a aussi des raisons historiques au fait qu'il y a un lien très fort avec Oui. l'Argentine, parce que pendant la dictature argentine, il y a eu une diaspora très importante d'Argentins qui se sont implantés à Paris, qui sont devenus des hommes de théâtre français Oui. et qui donc ont construit des liens, Arias, Lavelli, qui encore d'autres noms qui m'échappent, mais des metteurs en scène très importants qui sont implantés en France. Oui. Du coup, il y a eu toujours un rapport privilégié Plus proche. d'échange France-Argentine qui date des années 70. Que dice que en Argentina también hay, con el exilio de la dictadura argentina, hay como grandes directores que se formaron y que se quedaron en Francia. Entonces siempre ha habido como un intercambio. Un contacto, entre los un dos. intercambio. Claro. Moi, je suis italien et je sais qu'il y a eu beaucoup d'échanges entre l'Italie et le Chili à partir des années 70, justement parce qu'il y avait beaucoup de Chiliens qui avaient immigré en Italie. Oui, avec l'exil, oui, et des musiciens Par exemple, aussi. les Inti Limani, Les Inti ils Limani, étaient basés oui. en Italie, du Si. coup, il y avait un lien très fort avec la culture chilienne, plus qu'en France, je pense. Oui. Et en Argentine aussi, pour faire le lien aussi avec l'Italie, il y a aussi une énorme immigration italienne en Argentine dans les années 40. En lien avec la Même Seconde Guerre avant. mondiale. Même avant. Et du coup, il y a beaucoup aussi un rapport avec l'Europe qui est plus proche. Il y a les traditions aussi se sont exportées assez facilement. Donc il y a quelque chose aussi où il y a plus de théâtre déjà à Buenos Aires, il y a énormément de théâtre, il y a énormément de librairies,
énormément de publications. Donc il y a cette culture aussi qui est très différente à notre histoire, en fait. C'est des histoires très, très différentes. Je voulais savoir ce qui est resté de ce que Boal a appelé les techniques latino-américaines de théâtre de conscientisation. Est-ce qu'il y a une tradition, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un mouvement, est-ce qu'il y a quelque chose, où la dictature a tout balayé et il n'est plus rien resté de ce qui avait pu se faire avant. Dice donc si existe todavía una tradición de lo que inspiró un poco a Augusto Boal con Freire, con lo que iniciaron con el teatro, o si todo eso lo arrastró con la dictadura. Sí que hay una tradición de teatro latinoamericano. En Chile, una tradición netamente como cercana a lo que desarrolló Augusto Boal, en el teatro propiamente tal, no existe de manera masiva. Donde sí es considerado más fuerte es en el área de la educación, en los talleres que se realizan en colegios principalmente. Ahí existen los diferentes métodos que hay dentro del teatro del oprimido. No sé, estoy pensando en el arcoíris del deseo, en el teatro foro, en esa instancias que se desarrollan más al interior como de prácticas teatrales en ámbitos fuera del circuito, llamémoslo oficial, de un teatro artístico, estético que circula en el circuito de teatro nacional. Creo que lo que queda aún de ese periodo que impactó bastante Latinoamérica tiene que ver con cómo el monitor teatral trabaja con el estudiante y que estaba también una parte lo quería desarrollar esta idea o esta propuesta que tenía Augusto Boal del spec-actor, que es en el fondo pensar en ese estudiante, en ese alumno, no como un consumidor cultural, sino que situar a este alumno, a este estudiante desde el lugar de un oprimido. Y eso sí sucede, pero mayormente en un ámbito de talleres teatrales, porque la herramienta ahí no está enfocada justamente a un desarrollo profesional, sino que a un desarrollo del individuo. No te dice todo. Ah, c'est bon, j'ai tout compris, mais je vais encore bien réécouter par Gabriela. Donc, par rapport à ta question sur Augusto Boal, en fait, il dit que ça n'existe pas vraiment dans les milieux professionnels théâtrales. Il n'y a pas vraiment dans les travail d'acteurs, dans les travail des écoles de théâtre, il n'y a pas vraiment ni un enseignement de la technique de Augusto Boal, ni de la manière de jouer. Donc il y a quelque chose qu'il voulait aussi parler de ça, c'était la vision qu'avait Augusto Boal des spectateurs comme un spectateur, donc quelqu'un qui va agir aussi et qui va pouvoir venir être aussi acteur de ce qui se passe. Et donc il y a quelque chose qui s'est fait, mais plus dans le niveau éducationnel. C'est pas les comédiens qui jouent ce rôle-là, c'est les professeurs. C'est dans un niveau pédagogique. Donc c'est plus à les écoles que des fois ça s'est fait par certains, pas tous, pas certains, pas tous. Oui, tu voudrais dire oui. C'est pas juste les professeurs, il y a pas mal la partie des professionnels de l'actation, théâtre et comédiens qui fait son intervention dans les écoles justement pour le développement socio-émotionnel des enfants. Ils utilisent beaucoup la pédagogie d'Augusto Boal et beaucoup c'est le travail qu'a fait Verónica García Huidobro après avec la pédagogie au théâtre. Donc c'est une pédagogie au théâtre émotionnel chez les enfants à travers tous les jeux dramatiques. Donc c'est plus à les interventions de... Comment il s'appelle? La Verónica García Huidobro. Verónica García Huidobro. Verónica García. Le théâtre contemporain, le théâtre d'actualité chilien. Il y a pas mal de choses d'Augusto Boal qui se sont prises. Par exemple, quand on parle de Lola Arias, quand existe l'utilisation des non-comédiens, ça c'est tout développé pour Augusto Boal quand même. Et à ce moment, au Chili, dans son théâtre d'actualité, il y a pas mal de metteurs en scène qui utilisent des non-comédiens. Oui, c'est vrai. Et pour offrir à la mise en scène des choses qui pas forcément pour offrir des comédiens professionnels. Oui, c'est intéressant ce qu'il dit Gonzalo. Dice porque no solamente lo que él dice que puede haber una conexión con Augusto Boal,
es donde el teatro que no está solamente actuado. Que la hay, de hecho. No Sí. puede, que la hay. Que Gonzalo dice que hay, donde hay realmente es con el trabajo de directores que no trabajan solamente con actores, sino que van a buscar otra cosa, más como el teatro documental. Claro, básicamente el ejemplo que di era de lo que pasa con Lola Aria. No podemos olvidar que Augusto Boal, él se escapó de una dictadura para vivir otra, y él recogió su técnica de todos estos países que en algún momento estuvieron en dictadura. Y bueno, hoy en día los directores de escena, y digo en español para ti, Lorena, para que puedas responder, los directores de escena justamente utilizan ese recurso que es boaliano, si podríamos decirlo, que es sacar el provecho del documento y de todo el material que puede presentar un no actor en beneficio de la puesta en escena. Sí, pero no hay que olvidar que esa tradición que tiene Augusto Boal en torno a la idea del documento es mucho más atrás, que tiene que ver con la propuesta de teatro político que tenía Piscator y también que desarrolló fuertemente Peter Weiss. En el caso de Lola Aria, claro, puede haber un tratamiento del trabajo del actor que no es un actor profesional, pero no olvidemos que en el año en que nací existe un componente importante de integrantes de esa obra que sí eran actores. Claro. Déjame Espera, no le van a entender nada. Donc, en fait, sinon, vous allez rien comprendre. En fait, donc, Gonzalo il répond à la question de Bernard sur Augusto Boal. Donc, comment s'il reste quelque chose de trace, en fait, de la technique d'Augusto Boal en Amérique latine ou au Chili. Et Gonzalo il répond avec, Lorena il estime que pas vraiment, ou pas vraiment dans quelque chose de positionner, de les placer comme ça, mais il y avait quelque chose qui dit Gonzalo que je trouve intéressant, que c'est qu'effectivement les nouvelles techniques de jeu aussi ou de directeur, c'est utiliser des non-comédiens dans les pièces et que c'est plus lié aussi, je pense, au théâtre documentaire. Je pense aussi à une copine qui travaille avec la population mapuche et qui monte, Paula González, et qui monte aussi un théâtre plus documental qui va aussi montrer sur scène l'histoire de la population indigène au Chili. Et c'est aussi un sujet qu'on ne parle jamais au théâtre chilien, alors qu'on est tous descendants des Mapuches. Donc c'est quelque chose qui est très récent aussi, de parler de ça, de parler de ces thèmes-là, avec des gens qui ne sont pas comédiens. Donc effectivement, on pourrait faire les liens à ce moment-là avec Augusto Boal. Bueno, porque esa tradición que venían de antes, de teatro político de Piscator y Weiss, que también está ahí. Gonzalo. Gonzalo, en partie, anticiper ce que je voulais vous demander, puisque justement, dans les derniers exemples que vous avez donnés des compagnies, vous avez beaucoup parlé d'un travail qui se base sur la mémoire, sur des documents, et du coup on peut imaginer que ce travail théâtral est un travail qui fait forcément qui a vocation à intervenir dans la réalité, donc auprès de gens qui ne sont pas forcément des professionnels. Et donc, vous avez aussi répondu à Gonzalo parce que vous avez dit, oui, d'accord, il y a probablement un héritage du travail de Boal, mais il y a un héritage bien plus ancien qui est celui de Piscator, de Weiss, c'est-à-dire d'un théâtre qui va s'emparer de morceaux de réalité, donc documents, témoignages de vie réelle, pour en faire un élément de création théâtrale. Traduit, y puis je vais dire. Dice, como decía Gonzalo, o sea, como Gonzalo te propone decir como toda esta obra, él lo había pensado antes de que Gonzalo hablara, que es que todas las obras que se han hecho últimamente en Chile también trabajan a partir de documentos históricos, textos, leyes, etcétera, que parten de la realidad. Sí, el documental de la memoria. Entonces dice, sí, podemos pensar que también viene de ahí, pero también, como tú decías, viene de mucho más antes. atrás, claro, sí. Como con Piscator y con Weiss. La pregunta que quería preguntarte, justamente, esas compañías, aparte del trabajo de creación, est-ce que, étant donné que tu travailles sur des sujets de société, est-ce qu'il leur arrive de faire des ateliers avec les gens
hacen ateliers ese avec, tipo de réunions hacen avec talleres des con groupes sociaux, la des choses gente, comme con ça. los grupos sociales, C'est-à-dire dans leur processus de en el création, proceso de creación. travaillent aussi auprès des gens, Trabajan et non también pas cerca de la simplement auprès gente. des comédiens. O solamente con los actores. Algunas. En el Sartén. caso de Teatro Quimen, que mencionó que la directora es Paula González, ella sí tiene un trabajo que incide directamente en el medio del cual ella toma para hacer sus obras. Me refiero principalmente al pueblo mapuche. Ella trabajó, sus primeros trabajos fueron en una comunidad mapuche, en San Bernardo, en una comuna de Santiago, y su propuesta estaba en darlo en esos espacios. Sin embargo, creo que hay muchas obras que trabajan en torno al documento y en torno al testimonio que no inciden directamente no inciden en la realidad directa, como si era el trabajo mayormente que sí desarrollaba Augusto Boal. Creo que acá se pueden tener ciertas posturas, pero que el teatro sigue siendo un teatro de sala, en donde el público que va a ver esas obras es un público que es netamente ligado al medio teatral. Por lo tanto, la incidencia de cambio o de transformación no está, porque yo voy a ver algo que yo también estoy de acuerdo con lo que estoy viendo, porque también tengo tu mismo pensamiento ideológico. Donc il dit certaines compagnies, oui, le font. Comme par exemple, c'est la compagnie dont je vous parlais tout à l'heure, que c'est Paula González, qui c'était un camarade à nous aussi à l'époque à Playa Ancha, qu'après il a changé de parcours et il est parti à Santiago. Et en fait, elle est d'origine mapuche, et en fait, il a défendu cette cause, en fait, qu'au Chili est très peu traitée, surtout dans les théâtres. On ne parle pas souvent de ces groupes, de les communautés chiliennes, mapuches. Donc, il va s'intéresser à ça et il va aller travailler avec les groupes, avec les communautés qui vivent à Santiago. Donc, elle travaille directement avec les gens et à partir de ça, il fait ses créations. Donc, c'est un exemple. Après, il y a certaines compagnies qui font ça, mais c'est très peu. Donc, ce qu'il dit Lorena aussi, c'est qu'en fait, le problème, c'est qu'ils vont venir chercher dans les documents et il y a un travail d'intérêt sur le social et sur la politique et sur ce qui se passe dans la société, mais qu'il n'y a pas vraiment un échange, comme on le proposait à Augusto Boal, d'aller directement dans les lieux avec les gens. Donc, ça reste quand même un théâtre qui est dans les salles. Ça produit un produit spectaculaire qui ensuite s'adresse à un public. Oui, ce qu'il dit aussi Lorena, c'est que finalement ça reste Por entre ejemplo, les gens qui pensent pareil. Sí existen compañías que desde una postura política de compañía trabajan en lugares que no son los circuitos oficiales. Estoy pensando en una compañía que tampoco ahora ya también como que se disolvió un poco, que se llama Teatro Público, que ellos sus obras las realizan en lugares totalmente alejados de los circuitos oficiales. Estoy pensando, por ejemplo, en la Villa Francia, que es una villa bastante icónica dentro de Santiago, que tiene una postura política muy importante, porque fue un lugar muy coartado en la época de la dictadura, u otras comunas y poblaciones en donde ellos llegan con un mensaje directamente a un, llamémoslo público, que sí van a tener un impacto con lo que están viendo. Sí existen algunas. O también, hoy día lo que más se da, más que compañías teatrales, son grupos que trabajan más bien a través de acciones políticas, a través del arte. Donc, il dit, il pense à une compagnie qui travaille autour de ça, qui n'existait pas vraiment, c'est dissolu. Sí, porque ahora tiene otro nombre. Donc, il a changé de nom, mais à l'époque, ça s'appelait Proyecto Social. Teatro Público. Et donc cette compagnie, il travaille directement avec aussi les gens de la ville et surtout il a travaillé pendant un moment à Villa Francia, qui c'est donc on va dire un bidonville de Santiago qui a été très combatif en fait pendant la dictature aussi. C'est un lieu qui a une histoire très forte au Chili. Et donc il a travaillé directement avec cet endroit-là. Il a essayé donc de faire du théâtre dans des lieux qui ne sont pas vraiment les lieux conventionnels de théâtre. Donc il allait vraiment dans les populations. Donc, il y a des exemples comme ça, mais ce n'est pas vraiment dans l'esprit des compagnies. C'est plus un travail de salles. De salas. Bien.
Bien, ben merci, merci beaucoup, Lorena, de nous avoir fait voyager. C'est en même temps une tradition, enfin c'est une tradition aussi à l'Institut d'études théâtrales, de s'intéresser enfin, à ce qui se passe dans le théâtre éducation partout dans le monde. On a eu beaucoup d'étudiants étrangers et puis c'est intéressant de voir ce qui se passe dans les autres pays. Donc merci beaucoup et puis de nous avoir fait entendre votre belle langue. Merci. Et le prochain lundi, ce sera le lundi 5 novembre et j'aurai le grand plaisir et l'honneur de présenter mon nouvel ouvrage que j'ai coécrit avec Chantal Dulibine qui fera la conférence qu'elle a appelée Les mains dans le cambouis. Vous verrez pourquoi. Donc c'est dramaturgie de l'atelier théâtre numéro 2, au bonheur des petites formes. Et puis on présentera aussi la réédition de Coup de théâtre en classe entière. On dédicacera après d'usine les ouvrages et on boira un pot. Voilà. Donc voilà, faites le savoir. Voilà. Merci beaucoup de votre présence. Mangez les tables et bonne fin de soirée.